Et la femme s'était sentie honteuse. Et elle avait dit, j'ai été couchée sur cette civière et j'avais envie de mourir. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Women Talk That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va parler de mutilation génitale féminine. On entend très souvent parler d'excision, mais l'excision en elle-même n'est que l'une des formes d'ablation des organes génitaux externes de la femme. Lorsqu'on parle de mutilation génitale féminine, on parle de trois pratiques. La première, on retrouve la clitoridectomie, ablation totale ou partielle du clitoris. Ensuite, on trouve l'excision qui est l'ablation du clitoris et des petites lèvres entourant le vagin. Et ensuite, il y a l'infibulation qui est le rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture. Au Soudan, par exemple, ce n'est que cette année, mai 2020, que la pratique de l'excision a été bannie. Mais encore faut-il que ces pratiques soient respectées. Car malgré les interdictions qui peuvent y avoir dans certains pays, beaucoup continuent de le pratiquer de façon illégale. Aujourd'hui, je vais aborder ce sujet avec Mariana Baldé. Auteure, animatrice, conférencière, mannequin, Mariana utilise son art pour diverses raisons, dont militer contre les pratiques de mutilation génitale féminine. C'est un plaisir de la voir aujourd'hui avec nous pour cette discussion et on va la retrouver juste après l'intro. Bienvenue! Hey, how you doing? Alice? Bienvenue au Women Talk That Talk. Comment ça va aujourd'hui déjà pour commencer? Oh, ça va bien. Est-ce que tu sais pourquoi tu as eu envie de travailler avec les femmes en particulier? Faut dire que je n'ai pas nécessairement choisi de travailler sur cette thématique. C'est juste que j'ai toujours organisé des activités avec les femmes. Il y a un atelier qui revenait aux 3 mois qui s'appelle Danse-moi ton rêve autour des foulards. Et puis, dans cet atelier-là, il y a des femmes qui, à la fin, elles se sont mises à pleurer. Et puis, c'est à côté, dans un tout petit comité, qu'elles ont dit que c'est parce qu'elles ont vécu ce traumatisme-là et qu'en grandissant, elles ont encore du mal à s'approprier leur corps. Elles ont encore du mal à s'exprimer devant d'autres femmes. Maintenant, le truc, c'est que moi, je ne suis ni sexologue, ni médecin à ce niveau-là. Donc, la seule chose que j'ai pu faire et apporter, c'est de travailler au niveau de leur créativité pour essayer de débloquer au moins un instrument qui peut les aider à aller chercher les ressources nécessaires pour le reste des défis qu'elles ont à rencontrer. Est-ce que tu connais des personnes autour de toi qui ont été victimes, si on peut utiliser le mot victime, d'ablation génitale féminine? Mais avant ta question, c'est juste de préciser que je suis originaire de la Guinée-Conakry. Et la Guinée-Conakry, malheureusement, fait partie des top 5 pays où le pourcentage d'excision qui dépasse les 92%, encore aujourd'hui, est encore pratiqué. Est-ce que ce sont des chiffres réels? Je ne peux pas te dire nécessairement. Et j'ai grandi en Guinée équatoriale, qui est complètement à l'opposé parce que la Guinée-Conakry, c'est à l'ouest, la Guinée équatoriale, c'est en Afrique centrale. En Guinée équatoriale, on n'excise pas. Ce n'est pas une pratique qui est connue. Donc, du coup, le choc culturel, déjà, c'est de vivre dans 2 pays qui ne voient pas les choses de la même façon et qui n'ont pas nécessairement du tout les mêmes pratiques. Ok, en Guinée, est-ce que c'est interdit ou pas du tout? Dans tous les pays, majoritairement, près de 80% des pays où c'est pratiqué en Afrique, c'est interdit, il y a une loi qui empêche que ça soit fait en Guinée. On a ce qu'on appelle la loi de l'enfant guinéen, je pense, si je ne me trompe pas. Et puis, cette loi interdit. Donc, toutes les personnes qui excisent peuvent avoir une peine de prison. Mais après, c'est la loi, c'est ce qui est dit. Mais il faut aussi avouer que l'excision est pratiquée dans certaines cliniques. C'est ce qui est encore plus déplorable parce que les exciseuses avant, elles restaient au village. Elles prenaient peut-être un couteau, elles coupaient n'importe quoi qui leur venait à l'esprit. Elles étaient créatives, on va dire. Tandis qu'à l'hôpital, le danger est encore double parce que la personne qui coupe sait ce qu'elle coupe, mais peut aussi se tromper et toucher un nerf qui peut carrément amener soit une hémorragie sur le cou, soit un décès immédiat. Donc, autour de toi, est-ce que tu connais des personnes qui l'ont vécu en tant que proche?
Parce que je sais que tu m'as dit que tu as grandi en Guinée équatoriale où là, c'est pas pratiqué. Est-ce que t'en connais ou des copines, cousines qui l'ont... Absolument. Avant de t'amener en Guinée, même à Montréal, autour de moi, à travers les différents ateliers, j'ai rencontré plusieurs copines qui étaient dans le même secondaire que moi, qui ont fini par m'avouer qu'elles avaient été excisées quand elles étaient toutes petites. Mais moi, le souvenir qui me vient à l'esprit, que j'ai envie de partager, c'est que quand j'avais, je pense, 6 ans à peu près, j'avais une copine, une amie, elle jouait tout le temps à la récréation avec moi. C'était d'ailleurs une des seules petites filles avec laquelle je jouais. Et un jour, elle a cessé de venir à l'école. Et puis, quand on demandait pourquoi Aminata ne vient plus à l'école, on avait dit, Aminata, elle ne reviendra plus. Mais en fait, la petite avait été excisée, mais elle est décédée quelques heures après son excision parce que ça avait été pratiqué dans une maison avec un couteau par une femme exciseuse qui le faisait depuis très longtemps. Et du coup, c'était très brut, très choquant parce que ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris en fait que cette petite fille avec laquelle je jouais, elle ne revenait plus parce que, un, elle n'était plus là et deux, parce qu'elle avait été coupée. Moi, j'ai les jambes serrées, j'ai croisé les jambes parce que, tu sais, je suis une femme. Toi aussi, je pense que c'est pareil. Mais à chaque fois que tu entends ce genre de sujet, tu te dis, mais en fait, ça se passe tellement à côté, là, tu vois, et tu peux juste rien faire. Comment les parents vivent ça? Alors, si je vais déjà avec l'expérience de certaines femmes que j'ai pu avoir en séance de relation d'aide, elles regrettent par la suite d'avoir excisé leur enfant. Parce que quand elles grandissent, il y a cette culpabilité de dire j'ai fait subir à ma fille ce que moi j'ai subi. Et c'est peut-être pas nécessaire parce que ma fille, elle méritait autre chose. Les familles qui le font ne veulent pas être exclues d'une communauté. Là, je te parle peut-être des années 2012-2017. Aujourd'hui, je ne suis pas dans ces pays, donc je ne peux pas dire comment ça se passe exactement. Quand tu es une famille qui n'a pas nécessairement excisé tes enfants, surtout quand ils dépassent l'âge de 6, 7, 8 ans, tu es critiqué, tu es pointé du doigt. Quand tu viens dans les fêtes, tu n'as pas une place de choix. Parfois, on te met même derrière et personne ne vient te parler parce qu'on considère que tu es parent d'un enfant Bilakoro. Bilakoro, c'est une langue africaine en Guinée, je pense en Soussou. Et Bilakoro, c'est pour désigner une personne sale, une personne qui n'est pas pure. Alors, c'est comme ça qu'on désigne ces personnes-là qui n'ont pas été excisées. Donc, aucun parent n'a envie de dire qu'il est un enfant d'un Bilakoro parce que ça veut dire que c'est un parent qui, indirectement, ne veut plus faire partie de la communauté ou de la grande famille. Certains font exciser leur enfant juste pour appartenir à la communauté, à la société. Oui. Et aussi parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de mamans qui vont exciser ne connaissent pas les véritables conséquences. Elles savent qu'elles ont vécu, elles, quelque chose en tant que leur expérience, mais elles l'ont subi parce qu'elles pensent que c'est normal. C'est normal de souffrir. Pour devenir femme, c'est normal. Il faut souffrir. Donc, pour eux, du coup, l'excision devient comme une étape de transition de la jeune fille à la jeune femme adulte. Pour devenir adulte, il faut pleurer de douleur. Il faut connaître ça. Parce que tant que tu n'as pas connu ça, tu ne peux pas être une adulte plus épanouie, une adulte plutôt plus soumise auprès de ton couple. Mais c'est parce que c'est ce qu'elles ont entendu de leur mère, celle-ci de la grand-mère, et ainsi de suite. C'est une communication, je pense, qui s'est perpétuée de génération en génération. Mais en fait, la plupart, quand c'est fait, vous avez même pas atteint l'adolescence. Pour eux, c'est une transition, c'est un passage. Mais à 5 ans? À leur naissance. Il y en a qui sont excisés à 3, 4 ans. Il y en a qui sont excisés à 12. Le plus tard, il y en a qui vont jusqu'à 17 ans. Après, tu as dans des pays comme au Kenya, dans d'autres pays de l'Est, où certaines femmes, on peut même aller jusqu'à les exciser à l'âge de 40 ans parce qu'on découvre qu'elles ne l'ont pas nécessairement été et c'est une honte pour la communauté. Attends, à 40 ans, raconte-moi cette histoire. À 40 ans, t'es une femme qui
qui répond pour ses actes, adulte, qui a été éduqué, j'imagine quand même, dans notre société actuelle, c'est plus comme les temps de nos parents. À 40 ans, tu vas te faire quand même exciser de ton plein gré ou tu sais de la pression? Sous-entend que pour avoir certains privilèges, il faut exécuter ce qui est dit. Donc, entre autres, cette pratique-là. Mais heureusement, de plus en plus, il y a des parents qui sont conscients, on les conscientise, ils s'éduquent, mais c'est pas aussi facile que ça. Il y a des familles dont le père est médecin, mais les enfants ont quand même été excisés. Alors que le père connaît toutes les conséquences, il connaît tous les types d'excision parce qu'il n'y a pas un seul type. Quand on parle d'excision, souvent les gens pensent que, d'accord, alors on a coupé le clitoris, on le lui a enlevé. Donc voilà, toutes les personnes qui ont été excisées, c'est comme ça. Quand on regarde le film Fleur du désert, que je te conseille, elle a connu l'infibulation. Les femmes infibulées, très souvent, il faut qu'elles se fassent déchirer par leur mari. Il y en a à la nuit de noces. Avec leur pénis? Non, avec... alors, je sais pas, je ne sais pas, mais il faut que tu te fasses ouvrir. Je pense qu'il y a une personne qui m'avait raconté que elle, c'était carrément avec un couteau qu'on l'avait ouvert. Oui. Alors, je ne saurais pas te dire. On te fait le type A, je pense, l'ablation partielle ou totale. Et ensuite, on te ferme. On ferme toute cette partie-là. L'époux, à la nuit des noces, il se ramène avec son couteau ou quelque chose pour déchirer. Donc, il sait déjà qu'il va la blesser en la déchirant. Et la même nuit, il couche avec elle. Alors, ce que je te dis, ça, c'est une personne qui me l'a dit. Est-ce que ce sont des faits vérifiés? Je ne suis pas en mesure de te le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que j'imagine que dans des villages éloignés, reculés, où il n'y a pas nécessairement d'hôpitaux, peut-être que ça se passe comme ça, parce qu'une femme qui a été infibulée, pour l'ouvrir ou pour déchirer, peut-être qu'il faut le faire autrement, avec un couteau ou une lame. Comment ça se passe après? Parce que quand tu es enfant, tu as ce traumatisme qui te reste à l'esprit quand même, mais tu es enfant, c'est comme ton cerveau fait en sorte de te faire oublier ce qui se passe. Mais quand tu deviens adulte, ça revient. Entre les femmes qui ont subi, est-ce qu'elles parlent entre elles, au moins, ou pas du tout, ou ça reste tabou? Malheureusement, encore en 2020, c'est à déplorer parce que c'était encore un tabou. Rarement, tu vas voir une femme qui a subi cela, qui va s'asseoir ouvertement et qui va en parler. Souvent, elle peut en parler dans une approche de thérapie, dans une approche d'accompagnement, dans une approche de relation d'aide. Là, elle peut prendre le temps d'extérioriser. Mais les femmes entre elles, rares sont celles qui vont aborder la question. C'est pas évident pour plusieurs femmes parce qu'il y a des femmes qui ont oublié exactement qu'elles ont été excisées. Et la première fois qu'elles en parlent, c'est quand elles vont chez un gynécologue. Par exemple, une fois dans une conférence, il y avait 3 femmes qui avaient fait cet aveu-là et elles disaient qu'elles étaient allées chez le gynécologue et le gynécologue était très choqué parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il voyait, il ne savait pas qu'est-ce que c'était. Donc, du coup, tu vas voir que même il y a une méconnaissance dans le système médical de cette pratique. Donc, plusieurs femmes qui vont chez un gynécologue se sentent intimidées, se sentent vues, regardées. Et je me rappelle que la femme, elle avait dit que lorsque le gynécologue l'a traitée, elle s'était déshabillée, assise et tout, le gynécologue a appelé presque l'ensemble de l'hôpital pour venir voir ce phénomène parce que ce n'était pas quelque chose qu'il était habitué à traiter. Et la femme s'était sentie honteuse. Et elle avait dit, j'ai été couchée sur cette civière et j'avais envie de mourir. Comment toutes ces personnes, tous ces médecins-là me regardaient, comment ils prenaient des notes. Il y en a même qui disaient c'est pour les recherches, il y en a qui prenaient des photos. Je me suis sentie comme un animal qui était en train de se faire observer pour être étudié. C'est dans quel pays? Ici au Canada. J'ai vu sur le site de France Culture quand j'ai préparé l'épisode
qui disait que si on fait rien d'ici 2030, 68 millions de femmes risquent d'être excisées. Mais il y a aussi la possibilité que si on s'y met activement, peut-être que d'ici 10 ans, on aura une grande baisse de cette pratique ou même voire éradication. Je pense que c'est quelque chose qui peut être envisageable. Je ne peux pas nécessairement commenter à cela parce que c'est une vision, c'est un peu comme un rêve, c'est ce qu'on veut tous. Il y a plus de 30 ans, des femmes ont commencé à se battre et encore aujourd'hui, on parle d'excision. Est-ce que cela veut dire que dans 30 ans, on en parlera encore? Je ne sais pas, mais je voudrais plutôt attirer notre attention sur le fait que même lorsqu'il n'y aura plus d'excision, il y aura encore des femmes qui ont été excisées. Right. Ce qui veut dire que le travail, il doit être et là, et dans 10 ans, et dans 20 ans. Parce que lorsqu'on arrêtera d'exciser, que faisons-nous avec celles qui l'ont subi? Quelles sont les ressources qui sont disponibles pour celles-là? Quels sont les outils de sensibilisation? Parce que là, on sensibilise pour dire stop. On sensibilise pour dire oui à l'abandon de l'excision. On va dans les villages, on en parle, on fait des forums. Mais quelles sont les initiatives qui sont mises en place pour que ces femmes qui l'ont vécu comprennent qu'elles sont aussi femmes et que le fait d'être incomplète, ça ne fait pas d'elle une femme moins qu'une autre. Right. Une femme qui doit apprendre à vivre avec un défi qui la dépasse parce qu'elle ne l'a pas choisi et aller chercher les ressources qu'il faut parce que cette femme qui a été excisée et aussi celle-là qui ne l'a pas été, ces mêmes deux femmes ont les mêmes deux chances de réussir et de briller au sein de la société. Et l'homme, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des hommes dans ces pays qui pratiquent, qui exigent que leurs femmes soient excisées? Oui, effectivement, il y a des hommes qui malheureusement encouragent cela, mais tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas de près quelles sont les conséquences. Parce qu'il y a une différence entre écouter dans un téléjournal ou un documentaire sur le fait que parmi les différentes conséquences de l'excision, on retrouve celle-ci, 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 versus ce même homme côtoyer quelqu'un de son entourage qui lui dit « j'ai vécu ça, voilà l'impact que ça a eu en moi ». Un homme qui rencontre une femme qu'il a vécue de près ou un homme qui a eu le privilège d'être éduqué par une femme, sa mère, qui lui explique ce que c'est un homme qui ne le fera pas subir à leurs enfants. Et aussi, il y a beaucoup de femmes qui ne l'expliquent pas à leur mari. Parce que moi, je me rappelle, en 2016, une de nos techniques de sensibilisation, parce qu'on organisait des événements de sensibilisation par rapport au MGF, c'était de faire des conférences uniquement, exclusivement réservées aux hommes. Je me rappelle, on avait à peu près 49 hommes dans la salle et la plupart de ces hommes ne savaient pas en quoi consistait l'excision. Ce qu'ils savaient, c'est qu'il faut exciser nos petites filles parce que sinon, elles ne sont pas pures, parce que sinon, ce plaisir-là, ça va les amener à aller être un peu partout, aller dans les bars, etc. C'est important de couper ça pour les permettre de se concentrer mieux à l'école, etc. Ça, c'est ce que tu entendais certains hommes dire. Éventuellement, quand tu leur posais la question, est-ce que ce que vous venez de dire fait du sens? Ils disaient non, mais c'est comme ça. Ma mère l'a fait, ma grand-mère l'a fait, la grand-mère de ma grand-mère. Qui suis-je, moi, pour arrêter cette pratique? C'était la réponse qui revenait. Pour 49 hommes qui étaient dans la salle, plus de 50% répondaient de la même façon alors que ces hommes-là vivent au Canada. Il y avait même un monsieur qui nous a dit qu'il comptait amener ses petites filles à les exciser l'année prochaine. Et un homme à côté avait dit, je viens de faire exciser mes 3 petites filles l'année dernière quand on les a amenées en vacances en Guinée. Alors que c'est une famille qui vit au Canada. Ce sont des petites filles qui sont nées au Canada. Et ça avait vraiment choqué tous les chercheurs qu'on avait invités qui étaient là pour échanger avec eux parce qu'au Canada, c'est considéré, il y a une loi qui le considère comme un crime. Et un autre exemple que j'ai par rapport aux hommes, quand je travaillais encore à Verdun avec les communautés culturelles, il y avait un monsieur qui était venu récupérer ses enfants après la séance d'aide aux devoirs. Et puis, le monsieur, il m'avait dit, alors on retourne en Guinée, on s'en va en vacances. J'ai dit, ah, c'est bien.
Et après, il a dit au passage, j'amène aussi les filles au village pour qu'elles se fassent exciser. J'étais tétanisée. Tétanisée. Je me suis levée de ma chaise et j'ai dit au monsieur, je veux juste qu'on aille dans l'autre salle parce que je ne voulais pas que les enfants ils entendent. Et là, il m'a dit oui. Je dis, est-ce que vous savez que c'est interdit? Il me dit oui, mais ça se fait parce qu'il faut le faire. Ma mère n'arrête pas de me dire, tes filles grandissent, il faut que tu les ramènes. Alors, j'ai dit, est-ce que vous savez pourquoi ça se fait? Il m'a dit, il y a des choses qu'on ne pose pas comme question, ça se fait depuis des années. Il est qui lui-même dans la religion, c'est permis, etc. Et je lui ai dit, est-ce qu'il peut me citer un seul verset coranique qui incite à l'excision? Il n'était éventuellement pas en mesure. Et ensuite, je lui ai dit, est-ce que vous savez ce que ces femmes-là vivent ou les douleurs que votre petite fille va ressentir? Après, il a dit, oui, mais pour devenir femme, c'est un passage obligatoire chez nous. Après, j'ai compris que c'est ce monsieur, malgré le fait qu'il vivait à Montréal, malgré le fait qu'il avait une certaine éducation du fonctionnement de la société, c'était un monsieur qui est resté dans son monde traditionnel, pour ne pas dire archaïque, pour ne pas blesser ou offusquer certaines personnes qui vont suivre cette vidéo. Je suis allée chercher une fleur et j'ai demandé au monsieur, je vais vous donner une paire de ciseaux. Et il m'a dit, je lui ai dit, que représentent les fleurs en général? Il m'a dit, moi, ma fille adore les fleurs. À chaque fois que je m'en vais la chercher à l'école, on s'en va souvent lui acheter des fleurs parce qu'elle aime les fleurs. J'ai dit, d'accord. Et là, j'ai pris la fleur, je lui ai donné. Et là, je lui ai donné la paire de ciseaux. Je lui ai dit, coupez cette fleur. Elle m'a dit, mais non, ça ne se coupe pas une fleur. Tu ne peux pas couper une fleur. Et carrément, il m'a dit, si ma fille vous verrait, elle vous détesterait, ça serait comme un crime couper une fleur. Là où je veux t'amener, c'est que j'ai pris la fleur et je l'ai coupée moi-même. Et le visage qu'il a fait, et je lui ai dit, c'est exactement ce qui se passe quand on excise les petites filles. C'est cette petite partie qu'on coupe, c'est comme couper cette fleur-là que je viens de faire devant vous. Et l'expression que vous avez eue, même si on pourrait recoller, ça ne sera plus la même chose. Parce que cet effet, cette expression, cette sensation que vous venez de ressentir, c'est ce que plusieurs femmes ressentent tout au long de leur vie. Et le monsieur, il a commencé à pleurer. Est-ce qu'il a excisé ses enfants? Je ne suis pas capable de te le dire parce que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de faire le suivi avec lui puisqu'il a voyagé. Est-ce qu'il avait compris un message ce jour-là? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai tout simplement compris que l'outil de l'art, l'approche de l'art, la personnification par l'art, c'est une bonne façon, c'est une façon très puissante pour éradiquer et peut-être venir à une vision éradication totale de l'excision. Je t'encourage vivement de continuer dans ce que tu fais parce que ça se voit que tu es passionné sur ça et que j'espère que ça change les mentalités petit à petit et des femmes, mais surtout aussi des hommes. Est-ce qu'on fait des animations, des ateliers pour les grands-mamans? Tu vois, c'est tellement beau comment tu l'as dit, des ateliers pour des grands-mamans. Je ne sais pas, mais j'espère que ça se fait. Et puis, si j'ai un jour l'occasion de travailler avec des personnes qui le font, ça va me faire plaisir d'y contribuer. Mais c'est aussi une approche importante. Et je pense qu'auprès des grands-mamans, ça ne serait pas tant de leur dire « arrêtez d'exciser » parce que pour elles considèrent l'excision comme un héritage. Quelqu'un à qui tu viens dire « ce que tu as entre tes mains, c'est-à-dire ce couteau qui est un héritage, jette-le. » Tu le remplaces par quoi? Ça, c'est souvent un débat que j'ai eu parce qu'il y en a qui m'ont dit « mais tu ne peux pas remplacer, tu veux remplacer, elle a un couteau dans les mains, tu le jettes. Pourquoi tu veux remplacer ?» Et je leur dis parce que pour elles, c'est un legs qu'elles ont reçu. Tu vas rencontrer des exciseuses. Je t'encourage fortement si c'est un sujet qui t'intéresse. Il y a plein de vidéos sur YouTube où ce sont des grands-mamans qui se confessent, qui ont arrêté d'exciser et qui expliquent
leur sentiment de quand elles pratiquaient justement cette excision. Il y en a qui te disent qu'elles ont reçu, c'est un legs, c'est un héritage, c'est une fierté pour elles d'exciser dans leur village, parce que quand tu es une exciseuse, et surtout si tu es une des plus vieilles, c'est un petit couteau qu'on passe d'exciseuse à exciseuse, parfois qu'on ne va même pas désinfecter, et c'est une fierté pour elles, parce que ça veut dire qu'elles portent toute une tradition. Ça veut dire que quand elles parlent, on doit les écouter. Elles ont un certain pouvoir. Et aussi, il faut dire que certaines femmes, surtout du village, gagnent leur vie en excisant clandestinement certains enfants. Auprès de ces grands-mères, ça serait de trouver comment amener ces grands-mères à s'épanouir différemment. Par quoi peut-on remplacer cet outil, cet instrument qui est le couteau? Est-ce que c'est par des activités d'autonomisation? Est-ce que c'est par des ressources financières? Est-ce que c'est en leur apprenant quelque chose? Ou est-ce que c'est utiliser l'art? Parce que ces femmes-là, tout ce que tu vas leur dire, elles ont déjà une idée préconçue. Une idée qui, pour elles, c'est la vérité absolue. C'est pas de leur dire que leur coutume est mauvaise, c'est juste leur dire qu'est-ce que ça fait. Et pourquoi arrêter de le faire, qu'est-ce que ça signifie pour la femme. Et aussi leur dire pourquoi c'est important pour une femme d'être pleine, complète à 100%. Derrière l'excision, il y a toute une idéologie. Et c'est cette idéologie qu'il faut déconstruire. Parce que tu vas voir qu'il y a certains enfants qui ont été excisés contre le gré de leurs parents. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes que tu vas rencontrer, ils vont toujours te dire qu'on les a volés quand ils étaient enfants. Mais qui les vole? La voisine, une certaine femme du quartier. Il y en a même à qui on va dire « Accompagne-moi acheter des bonbons, c'est une tante qui vient. » Et tu l'accompagnes et finalement, tu te retrouves dans un hôpital et tu te fais exciser. Et après, elle te ramène à la maison à tes parents excisés. Elle te ramène à la maison à tes parents. Et maintenant, ta mère peut être effondrée, ta mère peut pleurer parce que ce n'était pas sa décision. Mais elle ne peut rien faire malgré elle parce qu'il y a le regard de cette communauté qui est là. Et ensuite, on te fait une fête. Et c'est pour ça que je disais que c'était un passage d'une étape à une autre. Parce que pour couronner le tout, plusieurs petites filles, quand elles grandissent, pensent que c'est normal. Parce que le processus où elles ont eu la douleur, pendant plusieurs jours, tu ne peux pas vraiment faire pipi correctement parce que tu as très mal quand tu pisses. Tu peux à peine t'asseoir. Tu es obligé qu'il y ait quelqu'un qui est là, qui t'accompagne. Et tu es assise sur une natte. Et le jour où on te fête, en Guinée, ils disent bétinade, quelque chose comme ça. On te met de l'argent sur la tête, tu as un parapluie. Exactement comme, en quelque sorte, la cérémonie des femmes qui vont se marier. Et là, on t'habille, on te met des beaux bracelets et tu es assise sur ce tapis et ça fait très mal parce que tu ne peux pas normalement être en position assise. Mais on t'a tellement expliqué tout le matin avant de préparer la fête que ce que tu es en train de vivre, c'est nécessaire. Ils t'ont tellement dit, maintenant tu es devenue une femme. Tu es maintenant une femme. La prochaine étape, c'est le mariage. Ça, c'est souvent des choses que tu vas entendre. Et la petite fille, elle est assise sur son tapis, elle a les larmes aux yeux, elle a mal. Et tu as des gens de la famille qui viennent pour la saluer, des gens qui font un tour autour d'elle, et des hommes, des femmes qui lui disent, maintenant, tu es une femme. Donc, j'imagine que dans la tête de cette petite fille à 6-7 ans, elle haït être femme. Moi, avant d'aller en Guinée équatoriale, éventuellement, avec l'histoire de ma copine Aminata au primaire, j'ai toujours cru, en fait, que toutes les petites filles, elles allaient finir là, et que toutes les petites filles, elles avaient finalement été excisées, et que peut-être que nous, on est allés en Guinée équatoriale, et peut-être que plusieurs d'entre nous, on allait passer par là. Et j'ai toujours cru que ça se pratiquait parce que ce n'est pas quelque chose qu'on aborde. J'ai su que l'excision, ce n'était pas toutes les petites filles du monde ou que finalement, ce n'est pas juste les petites filles de la Guinée équatoriale qui n'avaient pas nécessairement été faites. Surtout quand je suis arrivée ici dans un de mes cours d'éthique religieuse où il y avait un documentaire sur l'excision. Et puis moi, je regardais, mais j'étais pas plus choquée que ça. Et là, je voyais toutes les autres personnes qui couvraient
leur visage, je voyais les gens qui étaient affolés dans la salle. Et pour moi, c'était, ah ouais, ça se fait dans nos pays. Et là le réflexe, c'est, et moi, est-ce que j'ai été excisée? Et là, il y avait mille et une questions justement de cet adulte qui ne se souvient pas de certaines choses. Et là, à la fin du cours, je me rappelle que je me suis mise à pleurer et j'ai expliqué au prof, etc. Et là, je pensais à toutes ces petites filles qui sont encore assises pendant le moment qu'on se parle, toi et moi, assises sur le banc et qui attendent leur tour de vivre ça. Et puis, c'est tout ça qui a renforcé et qui m'a amené à porter cette cause qui est beaucoup plus grande que moi. Je te remercie d'avoir répondu présente à cette entrevue. J'ai appris tellement de choses. Je sais qu'on pourrait passer des heures et des heures à en parler parce que c'est un sujet qui est très intense, très vaste, très complexe et qui mérite vraiment de rentrer en profondeur. Et on peut pas juste en un épisode parler de tout ça. C'est genre une série de vidéos excision. On reviendra puis on leur parlera de la chirurgie réparatrice. Ouais, mais tout ça on rentrera dans le détail dans une prochaine vidéo, un prochain épisode, qui sait si Mariana veut bien. Donc en attendant, merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous, laissez vos commentaires et surtout partagez cette vidéo s'il vous plaît parce que c'est vraiment important. Pas que pour nous mais pour vous également et pour les gens qui vous entourent.